Je suis à la page 17 du chapitre 16, section 4.1, le travail mécanique effectué, et je souligne, contre la force gravitationnelle. À la page précédente, on avait fait le travail mécanique effectué par la force gravitationnelle. Ce qu'on explique dans le premier paragraphe, c'est que lorsqu'on soulève une masse d'une certaine hauteur donnée, par l'entremise d'une force extérieure, un treuil, n'importe quoi, une force qui est peut-être de valeur inconnue, qui peut même être variable, dans le sens qu'on pourrait avoir à lutter contre du frottement variable, qu'on va avoir à accélérer, ralentir. Une partie du travail effectué par cette force extérieure-là est utilisée pour contrer la force gravitationnelle. Il y a d'autres parties liées à lutter contre le frottement, à générer les accélérations, décélérations, mais au moins il y a une partie qu'on sait qu'il faut au moins lutter contre la force gravitationnelle. N'importe qui soulève un objet s'en rend bien compte. Cette partie du travail effectué par la force est donnée par, si on comprend la situation, donc le travail que je vais faire, le travail extérieur que je vais faire, va être égal au travail fait par la force gravitationnelle, mais en sens inverse. Donc il y a une inversion entre les deux. Et à la page précédente, révisée si nécessaire, on avait vu que le travail fait par la force gravitationnelle est égal à moins mg fois delta y. Peut-être ici, ce serait préférable. Ferez les corrections. Je sais que votre version n'est pas identique du tout à ce que vous voyez à l'écran, mais faites les modifications. On devrait peut-être appeler ça le travail extérieur est égal à moins le travail fait par la force gravitationnelle. On fait un exemple de ça. Exemple 1. Quel est le travail effectué pour soulever une cabine d'ascenseur de 1200 kg sur une hauteur de 24 mètres? Déjà, il faut que je fasse une simplification. On ne parle pas de frottement, on ne parle pas que s'il y a eu des accélérations, décélérations à la fin. Je vais appliquer tout simplement le principe qui est en haut, dire que je vais calculer au moins le travail fait pour lutter contre la force gravitationnelle. Bon, je t'ai rendu un peu loin au niveau du concept. Commençons par identifier nos données. Quel est le travail? Déjà, on me parle de travail comme inconnu. Donc, je cherche des joules. Le travail, c'est W. Et on va faire comme tout à l'heure, on va l'appeler le travail extérieur. Je continue ma lecture. Pour soulever une cabine d'ascenseur de 1200 kg. Donc, on a le 1200 kg ici qui est une masse. On la soulève sur une hauteur de 24 mètres. Donc, autre donnée connue, c'est une hauteur. Donc, delta Y, qui est le meilleur symbole utilisé pour quelque chose qui se soulève selon la verticale. Un dessin de ça, très original dans mes dessins. J'ai probablement dessiné un carré ici qui représente mon ascenseur au début, puis un pointillé qui représente mon ascenseur à la fin. Ma première donnée, c'est du travail. Donc, je mets une cote entre les deux positions, puis je dis ça, c'est le travail qui va avoir été effectué, le travail extérieur qui va avoir été effectué. Le M, c'est un M sur ma boîte pour montrer que je connais sa masse. Et le delta Y, c'est lié à la même cote j'ai soulevé de cette distance-là. Évidemment, on me demande le travail fait par une force, c'est pas mentionné, mais qu'est-ce qui a soulevé la cabine? C'est une force extérieure. Donc, j'ai mon travail, j'ai ici une force que je devrais également peut-être, pour être cohérent du début à la fin, l'appeler force extérieure. Cette force extérieure-là va lutter contre FG, va lutter contre d'autres choses, mais on fait une simplification dans ce problème-là, on va juste calculer la partie qui lutte contre FG. Maintenant, il s'agit de trouver des outils qui vont nous permettre de résoudre ce problème-là. Au départ, c'est une analyse de la situation en se basant sur ce qui est écrit en haut. Le travail effectué extérieur va être égal au travail effectué par la force gravitationnelle, mais avec une inversion de signe, parce qu'on lutte contre. Donc, c'est la formule qu'on a en haut. Mais là, ça ne me donne pas de réponse. Il va falloir que je calcule le travail fait par la force gravitationnelle. Mais ça, on l'avait déjà fait dans les exemples précédents. Donc, le travail pour un déplacement 1D selon Y. Soit que j'utilise directement la formule spécifique à cette situation-là, spécifique au travail fait par la force gravitationnelle. Ou soit que je pars plus général, ce que je préfère des fois, dire le travail fait par une force selon Y, ça va être FY fois delta Y. Oups, je fais apparaître du selon Y, donc je vais préciser où est mon axe Y, ma référence. J'applique cette loi-là de physique au travail fait par FG. Le FY, donc c'est le FG qui est ici, qui est vers le bas, donc c'est moins FG selon Y fois delta Y, puis FG, on remplace toujours ça, il y a une autre loi de physique qui nous permet de remplacer ça par MG. Et j'aurai tout ce qu'il faut ici, M est connu, G est connu, delta Y est connu. Donc, je suis prêt à trouver ma réponse finale en mettant la deuxième équation dans la première. Le travail extérieur va être égal à mg delta y. Je suis prêt à mettre les chiffres. 1200 kg, 9,8 d'accélération, 24 mètres de hauteur et d'obtenir ma réponse finale. On continue avec le deuxième exemple qui se lit comme suit.
Une masse de 55 kg glisse le long d'un plan incliné. Ah non, pas les célèbres plans inclinés. À 40 degrés sur une longueur de 16 mètres. Déterminez le travail accompli sur la masse par la force gravitationnelle. Ne paniquons pas et relisons le problème. Une masse de 55 kg. Donnée connue, CM. Glisse le long d'un plan incliné 40 degrés. Donc, deuxième donnée connue, c'est un angle. Longueur de 16 mètres, donc il glisse sur 16 mètres. Là, ça pourrait être différents symboles que j'utilise. Plan incliné, ce que je fais, c'est que je mets mon axe des X selon le plan incliné, idéalement vers le bas du plan incliné. Donc, je peux dire que je me suis déplacé sur l'axe des X de 16 mètres. On verra tout à l'heure avec le dessin, on va bien le représenter. Déterminer le travail accompli. Inconnu recherché, c'est des joules, une quantité en joules, et c'est du travail par la force gravitationnelle. Donc, bizarrement, on est dans la section contre la force gravitationnelle. C'est un exemple qui s'applique plus à la page précédente, donc au travail accompli par la force gravitationnelle. Mais il est intéressant, l'année prochaine, je vais probablement les remettre dans le bon ordre. Là. Il est intéressant parce qu'on fait appel à la notion de plan incliné, qui est une notion pas négligeable en physique. Donc, je me représente la situation avec une boîte qui va descendre sur un plan incliné. 40 degrés, c'est une bonne inclinaison. Comme je mentionnais tout à l'heure, je vais mettre mon axe des X vers le bas de la pente. Puis, perpendiculaire à l'axe des X, évidemment, mon axe Y, quoique je ne l'utilise pas, je crois, dans ce problème-là. Je passe sur mes données M. Donc, à quelque part, je vais illustrer ma masse. C'est la boîte qui est ici. Le θ, c'est l'angle du plan incliné. Le delta X, je vais me faire une cote entre le début et la fin, puis je vais à quelque part là, essayer de me trouver une place pour identifier mon delta X. Et le travail fait par FG, ben, toujours avec la même cote, la même cote peut être utilisée là, pour parler du travail fait par la force gravitationnelle. Évidemment, c'est le travail fait par la force gravitationnelle. Il serait intéressant d'illustrer la force gravitationnelle qui fait descendre la boîte. Les situations de plan incliné, toujours un peu compliqué. Moi, ce que je fais pour les simplifier, c'est que je prends la décision de dire FG, qui est dirigé ni selon X, ni selon Y, je vais le remplacer. Je vais utiliser le principe qu'on peut remplacer un vecteur par deux vecteurs perpendiculaires l'un à l'autre. Quand on fait la somme de ces deux vecteurs-là, il faut qu'on retombe sur FG. Donc FG, je vais faire comme si il n'existerait pas. Et je vais le remplacer par deux vecteurs. Un vecteur qui est parallèle au plan incliné, puis un vecteur qui est perpendiculaire. Et le principe, c'est évidemment, il faut que la somme de ces deux vecteurs-là me redonne FG. Fait que je fais le problème comme si il existerait ces deux vecteurs-là, puis qu'il n'existerait pas FG. Évidemment, le vecteur qui va se trouver être perpendiculaire au déplacement, la boîte se déplace vers le bas, ben, n'effectue aucun travail. On a fait déjà des problèmes là-dessus. Là, quand une force est perpendiculaire au déplacement, ce vecteur-là n'effectue aucun travail. À l'inverse, ben, ça veut dire que c'est tout lui qui va faire le travail à 100%, puisqu'il est sur l'axe des X. Je reviens. Le travail net fait par plusieurs forces. Hein, donc, on me demandait le WG. Le WG, je peux le voir comme étant le travail fait par la partie perpendiculaire plus le travail fait par la partie parallèle. Évidemment, je viens de vous expliquer dans mes propres mots que la partie perpendiculaire, je la considérais, est égale à 0. La physique dit qu'elle est égale à 0. Donc, il me reste juste la contribution parallèle, si on veut. Et là, je vais utiliser la formule générale qui donne le déplacement. Le travail fait pour un déplacement 1D selon X. Ici, on va faire une petite correction, là, mais la formule de physique, c'est celle-ci. Donc, le travail fait par une force. Si c'est un déplacement 1D selon X, ben c'est Fx fois delta X. Le travail fait par la force gravitationnelle va donc être F selon X, c'est ma valeur de Fg parallèle qui est ici, fois le delta X qui est connu dans le problème. Je continue à développer. Le Fg parallèle, là, c'est là qu'il va falloir que je fasse de la trigonométrie ou de la géométrie pour trouver la valeur requise pour ce Fg parallèle-là, pour qu'il puisse en additionner avec l'autre, bel et bien remplacer le Fg qui est là, que ce soit des situations équivalentes. Je connais le θ qui est ici, que j'ai illustré de nouveau ici. Évidemment, la diagonale de mon rectangle, l'hypoténuse de mes deux triangles, il est de longueur égale à Fg. Et lorsqu'on fait nos perpendiculaires, alors on fabrique notre rectangle, par le
principe de géométrie des équerres. Ici, j'ai un équerre de 90 degrés, j'ai un autre équerre de 90 degrés. Le θ était entre le rouge vin et le rouge clair ici. Ben, le rouge vin a tourné de 90, le rouge clair a tourné de 90. Je vais retrouver mon θ ici, c'est le principe des équerres. Et alterne interne, les angles alternes internes, je vais retrouver mon delta ici, mon θ également ici. Et maintenant, ben, j'ai un triangle rectangle. Dans ce coin-ci, c'est un angle de 90 degrés. Je veux connaître la valeur de ce côté-là, connaissant ce côté-là, qui est mon FG. Donc, je considère que c'est le côté opposé à mon angle connu. Côté opposé implique l'utilisation du sin. Donc, ça va être FG. Cette longueur-là dépend de FG. Et on va rajouter le sinus de θ pour tenir compte là, de la géométrie. On a déjà vu qu'il y a une loi de physique qui nous dit que FG, on peut le remplacer par MG. Et là, je tombe vraiment sur toutes des données connues. Notre 55 kg, notre 9.8, notre sin 80 puis notre 16 mètres. Je suis capable de calculer le travail fait par la force gravitationnelle. Je passe à la page 18 du chapitre 16, section 5. Le travail mécanique effectué par plusieurs forces. Ben, dans les faits, on vient de le faire. L'exemple précédent, à la page 17 en bas, lorsqu'on a remplacé le travail fait par la force gravitationnelle par deux travails faits par deux forces perpendiculaires.